Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié à la reconversion professionnelle à quelques stades qu'elle en soit. Je suis Claire Virose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Oser la reconversion est aussi disponible en version filmée sur YouTube si vous êtes curieux de découvrir encore plus les invités. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook du podcast pour prolonger la discussion. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Elsa Monségur. Après avoir été manager en marketing digital, Elsa a fondé La Textilerie, un lieu unique dédié au textile à Paris. Brillante élève, Elsa fait une prépa commerce puis entre à l'école de commerce HEC Paris. Elsa travaille ensuite en marketing digital pour la PME Reverso, spécialisée dans les outils linguistiques, puis pour le grand groupe international Arvato. Très vite, elle se rend compte que ses objectifs ne sont pas forcément ceux de l'entreprise. Le destin va lui donner un coup de pouce puisque l'entreprise fait une réorganisation de la structure et souhaite la changer de poste. Une de ses collègues, qui connaît son insatisfaction au travail, lui dit alors « Pourquoi tu ne partirais pas ?» C'est le déclic. Elle décide de démissionner sans véritable projet. Elsa profite de sa rupture co pour faire une pause. Grâce à son temps libre, Elsa expérimente de nouvelles activités comme la couture et prend du recul par rapport à sa consommation. Elle se rend compte qu'elle achète beaucoup de vêtements et ne les porte même pas. Elsa en profite également pour rencontrer des personnes qui font des choses qui l'intéressent pour trouver l'inspiration pour sa propre reconversion. Elle fait à la rencontre alors d'une certaine Alice, directrice de Mode Estime, un atelier de réinsertion par la couture. Même passion, mêmes idées, un déjeuner suffit pour réaliser qu'elles ont l'envie commune de fonder un lieu unique dédié au textile. C'est la naissance de La Textilerie. La Textilerie rassemble sur plus de 130 mètres carrés dans le 10e arrondissement de Paris plusieurs activités autour du textile et du vêtement avec une logique de filière courte et responsable. Un atelier couture avec des cours et des machines en location, une boutique café avec des tissus en coton bio, des pièces de créateurs éco-responsables, un coin café et un lieu de sensibilisation avec des ateliers, une recyclerie textile, collecte, tri, revente et réutilisation de textiles usagés. Alors avec Elsa, on a évoqué le vertige de la démission, sa pause, comment créer un projet unique, comment travailler dans le milieu associatif en étant rémunéré et son projet d'ouverture d'un second lieu. Mais je vous en dis pas plus, laisse place à ma conversation avec Elsa. Bonjour Elsa, bienvenue dans Oser la reconversion. Bonjour Clairvy. Alors est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel ? Je suis la directrice de La Textilerie, un lieu dédié au textile à Paris. Alors, c'est un lieu vraiment unique. Tu nous raconteras un petit peu plus après. Et je pense que vraiment, peut-être il en existe même pas deux des lieux comme ça. Et tu as complètement changé de vie. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours, tes études et puis ton premier métier ? J'ai eu un parcours effectivement qui a rien à voir avec ce que je fais maintenant, pas du tout lié au textile. J'ai fait des études de commerce. Je me suis spécialisée en marketing. Ensuite, j'ai eu différentes expériences professionnelles, mais très vite, je me suis dirigée vers le marketing digital et le e-commerce. J'ai travaillé pendant 3 ans pour une entreprise qui s'appelle Reverso, donc qui autour des technologies linguistiques, avec une partie B2B, mais aussi une partie qu'on connaît plus, avec le site Reverso, logiciel de traduction, différentes applications autour des langues. Là, j'avais un poste très varié, mais qui tournait autour du digital, la gestion de projets web, de développement aussi d'outils linguistiques. Donc, c'était très intéressant, très varié. Ensuite, j'ai voulu changer. Je voulais voir une autre ambiance de travail dans une plus grosse entreprise, que Reverso est une petite PME. Et donc, je suis allée rejoindre un très gros groupe, une filiale de Bertelsmann qui s'appelle d'ailleurs toujours Arvato, qui a différentes activités de prestation de services, des call centers, des plateformes de logistique et aussi des équipes de développement web et e-commerce. Et donc, j'ai travaillé plutôt sur cette partie-là, d'accompagner des grosses boîtes dans des projets e-commerce. Donc, c'était plutôt des aspects fonctionnels, mais gérés avec des équipes techniques. C'était des environnements, même chez Reverso, de travail assez internationaux. J'ai appris plein de choses, mais c'est vrai que très vite, et toujours se poser la question de pourquoi je fais ça. Mes objectifs ne sont pas forcément ceux de l'entreprise. Et oui, au fond, je savais que ça n'avait qu'un temps, que j'allais pas m'épanouir et rester très très longtemps. Passer la phase d'apprentissage, c'est vrai que je commençais à m'ennuyer un petit peu. Et donc, toi, tu avais fait HEC comme école de commerce. Donc, je le dis parce que c'est quand même une des meilleures écoles de commerce. Tu avais fait prépa avant de faire HEC ? Ouais, alors moi, je suis toulousaine. J'ai fait toute ma scolarité dans un lycée qui s'appelle Fermat et ma prépa à Fermat.
Et ensuite, effectivement, j'ai été admise à HEC. C'est vrai que je me suis jamais trop posé de questions, comme beaucoup de gens qui ont un bon parcours scolaire, qui aiment bien étudier. J'étais dans un bon lycée avec des classes prépa, bonne élève. Je suis allée en classe prépa. J'ai adoré les 2 années de prépa. À la fois en termes d'ambiance, il y avait une super ambiance dans ma classe, qui est pas le cas de toutes les prépas. Et même si la masse de travail était importante, j'ai trouvé que c'était plutôt des années d'ouverture où je me suis intéressée à plein de choses. J'avais envie d'apprendre davantage. Et effectivement, je suis arrivée à HEC et honnêtement, je pense qu'ils ont un petit peu revu le parcours, mais c'était Disneyland. On n'avait pas, c'était les cours c'était mal fichu à l'époque parce que les cours les plus intéressants étaient en 3e année. Enfin, c'était bon, on a rigolé, on a appris des choses autrement, mais bon, voilà, c'était plus aussi stimulant même intellectuellement. Ça fait un choc, j'imagine, parce que tu passes 2 ans à faire que travailler et puis d'un coup tu te retrouves à faire pas grand chose. Qu'ils ont revu parce qu'effectivement les cours devenaient plus intéressants la 2e année, surtout la 3e année avec quand on choisissait notre spécialisation. Et ça, je pense qu'ils ont revu le programme. Je me disais bon, c'est chouette d'être là, mais qu'est-ce que je vais faire? Et surtout, en fait, je pense que, mais je m'étais dit, donc quand j'ai fait la prépa, oui, je veux travailler en entreprise. À l'époque, je voulais travailler pour L'Oréal dans le marketing, mais je savais pas du tout ce que ça voulait dire travailler dans le marketing. Et puis L'Oréal, je pense que c'était tout bêtement l'influence des pubs et d'un univers du glamour que je voyais, mais je savais pas poussé très très loin ma réflexion. Que j'ai lu dans une autre interview que tu disais que justement ton rêve c'était d'être chez L'Oréal, directrice marketing en power suit avec l'attaché case. Ouais. Et ça m'a fait super rigoler parce que moi aussi j'avais un peu, je pense que c'est un peu le côté Barbie girl boss, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça, peut-être girl boss ou femme d'affaires, j'avais un délire avec ça. Et en plus, c'était des univers qui m'étaient complètement étrangers, mes parents pas du tout là-dedans. Mais bon, ça me plaisait dans l'idée, mais arrivé à HEC, commençant les premiers stages, je me suis dit, bon, ouais, en fait, pourquoi je me suis pas posé des questions plutôt sur ce dont j'avais envie de... Enfin voilà. Donc c'est vrai que les questionnements sont arrivés à HEC. Et comment ça s'est passé l'ambiance avec tes camarades à HEC, parce que j'imagine que peut-être il y avait justement des différences de mentalité avec des gens qui étaient très focus, par exemple finance ou... Le campus est grand, on était une grosse promo, je me suis fait des super amis qui d'ailleurs ont eu pour la plupart des carrières un peu différentes, pas dans le chemin tout tracé. Donc voilà, je me suis fait un bon groupe d'amis. Après voilà, c'était des grandes promos, donc voilà, chacun peut trouver un peu sa bande. Et du coup, c'est tes parents qui t'avaient plutôt poussé à faire ces études? Pas du tout. C'était plus je pense un conditionnement. J'étais dans un bon lycée, je travaillais bien. Il y avait des prépas, donc il y avait des prépas scientifiques et des prépas commerce. J'aimais bien les matières scientifiques, mais j'aimais bien les matières littéraires. Les prépas HEC, enfin comment on les appelait, les prépas enfin je sais pas quel est le nom officiel, mais voilà, était assez varié, donc je me suis dit bon, je vais plutôt aller là qu'en prépa maths p, ou choses comme ça. Mais c'est pas mes parents qui m'ont poussé. Oui, c'est plus la société, quoi. Ouais, le contexte dans lequel j'étais. Après, mes parents, enfin mon père était très content que je fasse ces études, hein, bien sûr, mais c'était pas une exigence familiale où ma fille, tu ferais une école de commerce, donc il faut passer par une prépa. Non, j'ai pas du tout eu de pression à ce niveau-là, et c'est chouette d'ailleurs. Ouais. Donc des fois c'est presque plus les profs en fait quand on a des capacités à l'école qui nous poussent à faire. Mais en fait je regrette pas d'avoir. J'ai vraiment la prépa m'a appris plein de choses, m'a ouvert sur plein de choses. Donc je ne regrette pas forcément ce choix-là, mais c'est vrai que il y en avait pas d'autres en fait. Je me disais moi je vais aller en prépa. Et donc tu as exercé à peu près pendant 5 ans ton métier on peut dire web marketing. Oui, mais ça consiste en quoi exactement? C'est quoi ton quotidien, un peu tes missions de web marketing? Ouais. Travailler en lien avec le marketing, le digital, la gestion de projet. Donc du coup tu dis que t'as commencé à avoir des questionnements. Donc déjà à HEC et puis après pendant tes premières années, qu'est-ce que tu te disais à ce moment-là? Est-ce que ça me plaît vraiment? Est-ce que tous les matins j'ai envie de faire ça? Oui, j'aime bien mon environnement de travail, j'aime bien mes collègues, je trouve que c'est intéressant ce que je fais, mais dans une certaine limite, parce que en fait j'aimais bien apprendre. Et j'étais souvent sur des postes avec des missions assez variées, donc ça c'était chouette. Mais au bout d'un moment, je me disais, bon, il y a quelque chose je suis pas satisfaite. Voilà, j'ai une sorte d'insatisfaction et vraiment, j'y trouvais pas beaucoup de sens. Je me disais, mais en fait, les objectifs de cette entreprise ne sont pas les miens. Je suis consciencieuse, je fais bien mon travail parce que c'est pour ça que je suis là. Ça m'intéresse pas plus que ça. Et du coup, à partir du moment où tu te dis ça, parce que parfois on se dit bon, c'est pas un accord avec nous-mêmes, mais après c'est difficile aussi de trouver ce pourquoi on a plus une vocation ou une motivation.
Comment tu as fait pour te dire, bah moi c'est pas ça, mais j'ai trouvé ce qui m'intéresse vraiment? Alors, j'ai toujours été intéressée par plein de choses et toujours séduite par l'idée d'avoir un lieu. J'étais très Ouais. marquée par les lieux. Alors, à un moment, j'aimais beaucoup Berlin et il y avait des lieux un Ouais. peu pluridisciplinaires, des coiffeurs fleuristes, des libraires euh, Ouais. cavistes. Et je trouvais ce mélange des genres sympathique. Enfin, ça me plaisait. J'ai toujours quelque part eu envie d'avoir un lieu dans lequel je peux réunir des choses qui m'intéressent et des choses différentes. Donc ça a toujours été trotté quelque part. C'est plus finalement une opportunité qui a fait que je suis partie, plutôt qu'un moment où je me suis dit non, Mm. il faut que je parte. C'est plus dans la dernière boîte où j'étais, il y a eu une très grosse réorganisation. Toute l'équipe France partait. Moi, on voulait me changer de poste. Et c'est pas moi d'ailleurs qui ai eu le déclic, c'est une collègue que j'aimais bien qui m'a dit mais et qui était au courant un petit peu de mes questionnements et qui m'a dit mais Elsa, pourquoi tu pars pas et j'y avais pas pensé alors que Ouais. j'avais quand même partagé mon insatisfaction et je me suis dit ben, oui, c'est vrai. Je suis débrouillée pour partir avec une rupture conventionnelle et dans des bonnes conditions. Et là, le grand vertigineux, qu'est-ce que je vais faire ouais, qu'est-ce que je vais faire. Donc je pars sans savoir exactement ce que je vais faire, avec quand même des idées, des choses qui me plaisent. Donc l'idée d'avoir un lieu, les vêtements aussi, ça on pourra en parler. Mais je sais pas du tout où je vais. Et t'avais quel âge à ce moment-là? 30. Est-ce que tu penses que ça a été le côté, parce que souvent il y a un peu l'approche aussi d'avoir 30 ans, où on se dit bon, j'ai envie d'avoir pour la trentaine une vie plus en accord avec ce que je veux. Peut-être. Et puis, c'est marrant, finalement, enfin, c'est quelqu'un de l'extérieur qui m'a dit, mais vas-y. Et je me suis dit, bah oui. Ouais. Et oui, je pense que, alors, oui, l'âge, sûrement. Et quelles ont été les réactions de ta famille, ton entourage à ce moment-là quand tu pars pour finalement pas encore un projet établi? Plutôt bien accueilli. Je pense qu'ils sentaient que ça me plaisait pas, que je m'épanouissais pas, oui, je pouvais pas, en fait, finalement, continuer comme ça. J'allais m'effacer, enfin, perdre les choses qui m'animent. Donc, je pense qu'ils l'ont compris. J'ai pas du tout eu de remarques négatives ou des gens de ma famille qui montrent leur angoisse ou pas du tout. Peut-être qu'ils pensaient autrement, mais ils me l'ont pas fait sentir. Donc c'était plutôt encouragé et ça a été vraiment une période d'exploration pendant quelques mois qui était chouette. C'était vertigineux parce que je me disais bon, où est-ce que je vais. Mais j'ai commencé à faire des choses qui me faisaient plaisir et aller dans différentes directions. Et puis peu à peu, c'est comme un puzzle. En fait, les pièces arrivent à un moment à assembler. C'est un processus qui peut faire peur, mais qui a un vrai luxe de se poser des questions, d'avoir du temps. J'en profitais aussi pour faire des choses que j'aime, aller voir des expos. Voilà, je prenais aussi du temps pour explorer des choses. Et c'est vrai que bon, c'était une période vraiment de questionnement. Qu'est-ce que je vais faire professionnellement? Mais c'est aussi du coup propice à prendre du recul sur enfin en tout cas j'ai pris du recul par rapport à mon rapport aux choses, à mon rapport à la consommation et je me suis rendu compte mais c'est quelque chose touché du doigt avant mais je ne changeais pas voilà j'ai un rapport à la consommation de vêtements qui était vraiment très excessif hein. J'adorais acheter mais c'était et avant même de faire cette rupture conventionnelle et de prendre tout ce temps pour réfléchir je me disais bon il y a quelque chose quand même d'un peu malade là-dedans d'acheter autant, de porter peu. Et ce moment-là de rupture, de pause, m'a permis vraiment de prendre du recul et de me dire non, mais il y a un truc qui va pas. Donc je me suis dit, j'ai tous ces vêtements que je mets pas, je vais pour le moment arrêter d'acheter. Et ça correspondait aussi à un moment où je m'intéressais de plus en plus aux vêtements sur toutes ces formes. Donc je me disais, bon, j'ai tous ces vêtements que j'ai pas mis, j'avais une machine à coudre que je n'avais jamais utilisée, je l'avais récupérée de ma mère. Par contre, j'aimais bien bricoler, je faisais des bijoux, etc. Donc j'ai pas eu peur de me lancer, j'ai regardé des tutos et j'ai commencé à transformer les vêtements que je ne mettais pas. Par exemple, j'avais des robes, j'en faisais des petits hauts, des jupes, enfin, j'ai fait plein d'expérimentations. J'ai commencé à me rendre compte que ça prenait du temps de coudre. Et j'ai eu envie de m'intéresser aux matières, aux fibres, comment elles sont produites, avec quel impact. Puis ensuite, comment on fait les vêtements, comment on les assemble. Donc j'ai lu des choses, je regardais des documentaires, c'était aussi 2015, donc c'était fin 2015, début 2016, le moment où démarrait la prise de conscience autour de la mode, de ses impacts négatifs très importants. Donc il commençait à y avoir des documentaires, des études. Donc je me suis formée comme ça. J'ai commencé aussi à prendre des cours de couture à la mairie de Paris. Il y avait aussi également des cours plutôt théoriques de technologie textile. Donc voilà, je me suis formée au fur et à mesure.
Je m'intéressais aussi, j'ai toujours beaucoup aimé les livres de sociaux, d'histoire, et du coup, il y avait aussi commençait à avoir des études, des fashion studies qui arrivaient en France. Il y avait un séminaire à l'EHESS qui s'appelle toujours séminaire anthropologie des mondes de la mode, où je commençais à le suivre. Voilà. Et du coup, j'ai trouvé dans le vêtement un prétexte pour assembler différentes choses que j'aimais. Une pratique manuelle, créative, un goût pour l'histoire, la sociologie, ce qu'un objet de la culture matérielle peut dire de notre monde, mais aussi peut dire de nous-mêmes, de la façon dont on se présente au monde, et un goût aussi pour l'économie, pour les relations de pouvoir. Et donc du coup, quand je dis relations de pouvoir, c'est les relations qui peuvent exister au niveau d'un système économique entre différents pays, différents acteurs. Donc voilà, et donc je me suis dit, en fait, j'ai envie de faire quelque chose autour du vêtement, un lieu autour du vêtement. Et peut-être, est-ce que tu peux donner des conseils Bon là, tu vois, avec le recul, c'est sûr, c'est comme un puzzle, ce que tu dis, ça fait sens. Mais quand on s'octroie peut-être une pause pour réfléchir, au tout début, quel conseil tu donnerais pour justement arriver à explorer un conseil qu'on m'a donné: rencontre des gens qui font un truc qui te plaît. Tu les contactes, c'est un truc qui t'intéresse, t'as envie d'en savoir plus, demande-leur de parler de leur parcours. Donc ça a été vraiment un bon conseil qu'on m'a donné et que j'ai suivi. Alors c'est vrai que les gens sont pas toujours disponibles, et même moi je suis aussi sollicitée, donc après je pense qu'en fait il faut pas hésiter à relancer aussi les gens, et je pense que pour relancer 3 fois une personne, elle va vous accorder du temps, mais c'est hyper important de pouvoir faire ces échanges-là. Donc voilà, donc ça c'est un super conseil que j'ai mis en pratique. C'était pas forcément évident de contacter des gens en disant voilà, je suis un peu perdue, je suis paumée, je sais pas ce que je veux faire, est-ce que tu veux bien me parler de ton parcours, que je trouve hyper intéressant, mais j'ai sauté le pas, et en général j'ai plutôt été bien accueillie. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré d'autres personnes, et j'ai rencontré un moment Alice Merle, qui est la cofondatrice de la textilerie. Donc par ce biais des rencontres. Et alors, quand tu as rencontré Alice, c'était ce moment-là où tu t'as compris en fait comment allait se matérialiser cette envie de travailler autour du vêtement? Alors quand j'ai rencontré Alice, j'avais déjà un embryon de projet. Je voulais faire un lieu où on peut apprendre à faire des vêtements, on peut les réparer, on peut les transformer, donc un lieu avec des cours, et aussi avec des machines en self-service. Et également un lieu où on peut récupérer de la matière, des vêtements, les faire circuler localement. C'est à ce moment-là que j'ai découvert le mouvement des ressourceries et des recycleries. Ce sont des structures de l'économie sociale et solidaire, des structures associatives, qui vont collecter tous les objets dont les particuliers ne veulent plus, et leur objectif c'est que ces objets restent des objets et de les faire circuler le plus localement possible, soit en les revendant à bas prix, soit en les donnant, soit sinon en les réorientant vers des filières de recyclage. Ce sont aussi des lieux de sensibilisation, avec souvent des ateliers, avec une autre finalement relation qui est instaurée avec le public qui vient donner ou qui vient acheter ou qui vient être bénévole. Donc j'ai découvert ces lieux-là, et j'ai également découvert un lieu qui fait partie de ce mouvement-là, qui s'appelle la Réserve des Arts, qui va récupérer tout ce dont les musées, les agences de com, les agences événementielles n'ont plus besoin, et qui peut ensuite servir de matériaux pour la création. Donc ça peut être du bois, ça peut être du tissu, ça peut être des mannequins, ça peut être plein de choses, et ensuite les revendre à bas prix à des professionnels de la culture, à des étudiants, donc des secteurs culturels ou créatifs. Et très inspirée donc par la Réserve des Arts, et puis plus globalement le mouvement des ressourceries recyclées, je me suis dit, je voudrais un lieu où on peut également collecter les textiles, vêtements, mais aussi coupons, tissus, enfin tout ce qui est lié au textile et à l'habillement, et leur offrir d'autres vies. Donc j'avais cet embryon de projet en tête quand je rencontre Alice. Je lui parle de ça, elle me dit super. Alors Alice, par ailleurs, était déjà et toujours dans l'économie sociale et solidaire et le textile, puisqu'elle est directrice d'un atelier d'insertion par la couture qui s'appelle Modestime, qui est situé à l'île Saint-Denis. L'objectif de cette association, c'est d'aider des personnes éloignées de l'emploi à se remobiliser, à retrouver une formation qui leur correspond, ou un job. Ce sont des contrats de 2 ans. Et l'asso utilise la couture comme moyen. Oui, et ce qui est dingue aussi, c'est que, ce que j'ai vu, c'est que c'est un atelier de couture pour des grandes marques, des grandes maisons qu'on connaît. C'est vrai qu'ils peuvent travailler pour des maisons de luxe. Ouais, il y a tout type de clients. Il peut y avoir effectivement des maisons de luxe, des jeunes créateurs, mais également des collectivités qui peuvent avoir besoin de masques, de tote bags, de choses comme ça. Et comment ça s'était fait votre rencontre? Est-ce que vous aviez été mis en relation? Ouais.
J'ai rencontré la copine d'un copain qui était créatrice de mode, qui était dans une démarche clairement éco-responsable et très chouette, qui faisait produire une partie de sa collection chez Modestime. Je lui avais parlé de ce projet, elle m'a dit, écoute, Alice a des projets un peu qui font écho, tiens, rencontre-la. Comment ça s'est passé alors? Tout de suite, vous avez matché? On a déjeuné ensemble. À l'époque, elle avait un chargé de développement qui était donc avec nous pour le déjeuner. Donc, je parle de cette idée. Elle me dit, mais oui, c'est très chouette. Et puis, on pourrait aussi ajouter la dimension matière première neuve, mais éco-responsable, donc avec une chaîne de production plutôt transparente. Par exemple, la filière du coton bio certifié GOTS. Nous, on fait des productions avec, mais à Paris, il n'y a pas de magasins qui vendent ce genre de tissu. Or, le tissu, on a besoin de le toucher, donc ce serait chouette aussi d'avoir une sélection de matières qu'on a achetées et qu'on revend. Également, pourquoi pas, des créations. Nous, on travaille avec plein de créateurs qui essaient de faire les choses bien, ce serait chouette de les mettre en avant. Et donc, on s'est dit, ok, là, en fait, c'est un petit peu toutes les ressources clés de la filière. C'est un peu la textilerie, ce sera le lieu ressource de la filière textile qui essaie de changer les choses, de proposer une alternative par rapport au prêt-à-porter, en mode de consommation et de production dominant, qui est le prêt-à-porter, et notamment le prêt-à-porter de fast fashion. Et donc, en un déjeuner, vraiment les briques de la textilerie sont ajoutées, sont mises ensemble. Et le chargé de développement dit, ça pourrait s'appeler la textilerie. On dit, oui, tout à fait. Vraiment, les pierres étaient posées à ce moment-là. Ensuite, ça a mis 1 an et demi avant que le lieu ouvre. Un peu plus d'1 an et demi. Et donc, vous êtes situé dans le 10e arrondissement à Paris. Et quelle est la taille de ce lieu? Parce qu'il y a tellement de choses qui s'y trouvent. Il fait 130 mètres carrés. On a un grand espace de stockage également en sous-sol. C'est un grand lieu, mais par rapport à d'autres, justement, ressourceries qui vont collecter tout type d'objets, on a une toute petite surface. Normalement, une ressourcerie a au moins 500, 600 mètres carrés, parce qu'elle va aussi collecter des meubles, l'électroménager. Donc, nous, on collecte uniquement et on s'occupe uniquement de textiles. On a 130 mètres carrés. Et du coup, donc, tu dis que ça a mis 1 an et demi. Comment ça se fait que ça a pris autant de temps? Je veux dire, qu'est-ce qui a pris du temps, en fait? C'est trouver le lieu? Moi aussi, je trouve que ça a pris du temps. Après, pas mal de gens qui ont l'habitude d'accompagner des projets, que ce soit des personnes des collectivités, ont trouvé que c'était très rapide. C'est aussi une question de point de vue. Ce qui a pris du temps, c'est d'une part, vraiment de structurer les activités. Et en fait, après, ce qui a pris pas mal de temps, c'est la recherche aussi d'un local qui est clé dans ce genre d'activité. C'est le nerf de la guerre et c'est pas évident. Et ce qui est pas évident, c'est que tu as besoin du local pour avoir des financements. Et pour avoir les financements, il te faut une promesse de bail. Donc c'est une articulation qui est pas toujours évidente, mais qui se trouve. Puis prenait du temps aussi de savoir comment on allait fonctionner aussi avec Alice, avec Modestime, quel allait être le statut de notre structure, une association, une coopérative de type SIC. Donc tout ce genre de projet prend un petit peu de temps. Donc la textilerie a ouvert en janvier 2018. Pendant ce temps, en fait, parce qu'en fait le local on l'a trouvé assez tardivement finalement, on l'a trouvé à la fin de l'été 2017 et la textilerie a ouvert 5 mois après. Donc, en fait, là, ça a été extrêmement rapide, mais ça a pu être aussi rapide parce que on avait fait tout ce travail de préparation en amont, de contacter des potentiels financeurs en leur disant, ils nous ont dit, revenez quand vous avez un lieu, en contactant les fournisseurs, par exemple, de tissus. Moi, j'avais fait toute la charte et le cahier des charges du site internet. Et je faisais ce travail tout en me disant, mais si ça se trouve, on ne trouvera pas de local, on n'aura pas les financements et je vais devoir retrouver un boulot. Et justement, quand on a candidaté pour le local qu'on a eu et on a eu la réponse, c'était vraiment le moment charnière. On me disait, si on n'a pas ce local, je me retrouve un job salarié ou Donc, ça a été quand même une incertitude tout le long. Ouais, c'est pour ça que je te dis c'est long parce que souvent on n'a pas énormément de temps pour lancer un nouveau projet. Et au niveau de vos investisseurs, du coup, c'est plutôt public ou pas du tout, c'est mélangé? Non, alors on est une structure associative. On a financé l'investissement dans les locaux, le matériel. On a eu un prêt auprès d'une banque et d'un organisme aussi qui s'appelle PIE, par initiative entreprise, qui fait partie du réseau France Active, qui aide beaucoup les entrepreneurs, notamment à monter leurs projets par différents dispositifs financiers. Donc nous, on a eu un prêt à taux zéro et une garantie sur l'emprunt qu'on faisait auprès d'une autre banque. Et on a eu effectivement des subventions d'investissement de la région Île-de-France et une collectivité qui s'appelle le SICTOM, qui est un syndicat de traitement des déchets,
justement pour l'ouverture d'une recyclerie textile, donc dont le but est quand même de prévenir les déchets puisqu'elle va collecter. Voilà. Donc ça, c'était sur la partie financement de l'investissement. Ensuite, sur le financement du fonctionnement, donc d'un lieu avec les salaires, avec le loyer, toutes les charges, on a une partie de subvention de la mairie de Paris. On a eu une aide au démarrage et on a toujours une petite subvention de la direction de la propreté au titre justement de la prévention des déchets, du tonnage qu'on va collecter. Mais notre modèle est essentiellement autofinancé. Donc, c'est-à-dire que le reste de notre budget vient de nos recettes. Donc, des cours de couture, de la vente des vêtements qu'on a collectés, qu'on a valorisés. Oui, parce que c'est vrai qu'on l'a abordé rapidement, mais vous avez donc énormément d'ateliers de couture, tant débutants que plus confirmés. Et vous avez aussi une boutique, café. Donc, c'est vrai que les auditeurs peuvent s'y rendre, même s'ils n'ont rien à déposer, parce qu'on parle beaucoup de la recyclerie. Complètement. En fait, la textilerie, donc c'est un lieu ouvert au public et il y a donc 3 activités. L'activité de recyclerie textile, donc vous pouvez venir déposer vos vêtements et tout ce qui est lié au textile. Vous pouvez aussi venir en acheter puisque donc il y a une partie friperie donc issue de notre travail issue des dons et de notre travail de valorisation. Il y a une partie donc boutique café avec des tissus en coton bio certifiés GOTS qu'on propose à la coupe maître. Il y a des créations, soit qu'on a fait nous, que Modestime a fait également. On propose aussi, ça a un petit peu évolué par rapport au démarrage. On peut proposer pas mal de vêtements de créateurs au départ, mais c'était compliqué à faire coexister avec l'offre de la friperie qui est vraiment à bas prix, avec des pièces de créateurs plus élevées. Donc on a un petit peu recentré notre offre sur plutôt des accessoires, des kits zéro déchet, et on propose également de la lingerie d'une marque qui s'appelle Oli. Et on propose également des cafés, donc vous pouvez juste, il y a des gens qui prennent un café. On a une petite bibliothèque de livres autour de la couture, du textile, de la mode. Derrière cette partie donc accessible à tous, il y a l'atelier avec beaucoup de cours de couture. Il y en a à peu près 10 par semaine. Des cours par niveau, des cours plutôt d'accompagnement de projet, il y a des cours de couture, il y a des cours de modélisme. Voilà, donc on a un planning assez varié, assez chargé. Ce sont des cours payants. Et à côté de ces cours payants, on organise aussi des ateliers de réparation qui sont gratuits, qui ont lieu une fois par mois. Et comment ça s'articule avec Modestime? Quelle est la place de Modestime dans la textilerie? Modestime est adhérent de la textilerie. Alice est la présidente maintenant de l'association, mais on est des structures juridiques complètement différentes. Après, on a pensé des liens entre nos activités. Par exemple, on va distribuer, on va vendre des produits qu'ils ont faits. On peut, par exemple, parce qu'à côté aussi de nos activités grand public, on peut être amené à faire des activités plus B2B, d'animation, de team building, autour de la couture, du réemploi du textile. Parfois, on va dans l'entreprise l'animer. Il y a besoin de beaucoup de personnes. Donc, parfois, on fait aussi, on organise cela avec des salariés de Modestime. Voilà, il y a des ponts qui existent, mais on est des structures juridiques complètement différentes. Par exemple, là, on a fait un team building avec notre équipe et l'équipe de Modestime. Mercredi, on avait fermé boutique et on a fait tout un programme chouette ensemble, un défi de couture. On a fait une visite de la textilerie. Donc, voilà. Et c'était pour quel type d'entreprise, du coup, ce team building? De tout type, Ouais. des très grosses boîtes. C'est souvent des très grosses entreprises. Ouais. Et donc, aujourd'hui, donc c'est une association, la textilerie. Ouais. Et toi, tu en vis? Alors, je pose la question parce que c'est vrai que lancer une association, c'est génial parce que c'est vrai que c'est un projet qui a du sens, mais ça peut aussi faire peur parce qu'on peut se dire, est-ce que vraiment je vais pouvoir en vivre? Je suis maintenant plus la responsable légale de la structure. Je suis salariée en tant que directrice. Ça, c'était effectivement aussi un impératif et on l'a prévu dans le plan de financement. En juin 2018, je devais avoir un salaire. C'était obligatoire, sinon je ne pouvais plus vivre. On a prévu la trésorerie, on a pensé le financement avec cette contrainte-là. Donc oui, bien sûr, du coup, c'est des enjeux importants, hein, mais effectivement, il faut que ça marche pour pouvoir remplir ses objectifs, mais on était obligé de l'intégrer. Alors, quelle a été la chose qui t'a le plus surprise, tant dans la création que après avec ce projet, parce que c'est un projet tellement novateur. Est-ce qu'il y a quelque chose où tu t'attendais pas, en fait? C'était pas comme tu l'avais imaginé? En fait, j'ai fait les choses en allant un peu, j'avais du mal forcément à visualiser ce que ça allait être. Bon, ensuite, on a eu le local, donc j'arrivais effectivement à me projeter. Puis on a fait toute la déco qui est super. Bon, j'ai été aidée par une amie qui est maintenant donc au bureau de l'association. En fait, on a construit en allant, en avançant.
J'étais extrêmement, et on a été extrêmement étonnés avec Alice et impressionnés du monde qu'il y a eu à l'ouverture. D'ailleurs, on n'a jamais eu autant de monde après. Je crois qu'il y a eu plus de 800 personnes dans la journée. Enfin, c'était incroyable. C'était vraiment le premier jour de l'ouverture. On avait fait un petit peu de com, un petit peu de presse. D'ailleurs, j'étais extrêmement étonnée parce que je suis pas du tout une pro des relations presse. J'ai balancé un communiqué de presse. Il a été repris. Donc, je pense qu'on est tombé aussi à un bon moment où il commençait à y avoir cet intérêt pour ces questions-là. Ce type de lieu n'existait pas, en tout cas, avec toutes ces activités rassemblées, parce qu'il y a des ressourceries, il y a des ateliers de couture, il y a des magasins de tissus, il y a des cafés, il y avait début de boutiques multimarques éco-responsables, mais voilà, tout ensemble, voilà. Donc, ça arrivait donc ça, on a été vraiment hyper touchée, hyper surprise, donc, de cet accueil, de cet intérêt qu'on a eu au démarrage et qui a été très important puisqu'on est dans une rue très peu passante. Donc, c'est vraiment grâce à ce phénomène-là qu'on a été connu assez rapidement. Maintenant, après, quelque chose que je ne pouvais pas mesurer, c'est à quel point avoir un lieu, c'est afférent. C'est-à-dire que on est attaché à ce lieu, là, maintenant, ma situation a un petit peu changé, mais pendant les 3 premières années, j'y étais tout le temps. J'imagine aussi pour coordonner toutes les équipes, parce que vous faites intervenir beaucoup de personnes pour les cours de couture, le café. Donc tu dois être là. On n'est pas tant que ça dans l'équipe. On est 4 salariés, donc moi inclus, et une volontaire en service civique. Les cours sont essentiellement donnés par 2 des salariés. Et on a aussi Julia qui est freelance, mais qui donne des cours à partir de notre programme de cours, donc qui a été formée sur notre programme de cours. On a de temps en temps, mais ça on le fait un petit peu moins, mais on va le refaire, des intervenantes pour d'autres pratiques textiles, type tricot, teinture naturelle, etc. Mais le gros quand même de nos cours est donné par nos salariés et par Julia. Ensuite, sur la partie tri, ça qui prend du temps, tri, réassort, vente des vêtements, on a Khadija, donc qui est à temps plein là-dessus, et Aliénor qui donne aussi une partie des cours de couture qui l'aide là-dessus. Et c'est possible du coup de devenir bénévole pour venir vous aider? Vous accueillez des bénévoles aussi? Accueillir des bénévoles, alors notamment on peut avoir besoin sur des événements un peu ponctuels, type de temps en temps, on organise ce qu'on appelle des apéros rencontres. On va choisir un thème lié au textile, des intervenants et on... super sympa, ouais. Alors ça a été un petit peu mis en marche avec le Covid, parce qu'en plus chacun apportait de quoi faire l'apéro ensuite, donc c'était assez chouette. Mais l'idée, si on peut, on va le refaire à partir de la rentrée. Pour des événements aussi qui reçoivent beaucoup de monde, type braderie de tissus, parce qu'on a un gros stock à la cave de tissus de récup, et on peut pas le sortir tout le temps, donc on fait des gros événements. Donc là, on peut avoir aussi besoin de bénévoles pour l'accueil. Et après, sinon, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des bénévoles assez réguliers. Par exemple, sur le vestiaire Nassima, elle est là tous les vendredis. L'atelier de réparation, c'est Isabelle avec Adija. Voilà, mais on peut avoir sur des besoins spécifiques des besoins. Oh, c'est toujours bon à savoir. Alors, quelle est ta vision pour la textilerie? C'est déjà énorme tout ce que vous faites. Et justement, je sais pas comment tu le vois dans 5, 10 ans, quels sont tes projets? J'ai toujours eu du mal à répondre à cette question, comment je me vois dans 10 ans, où je veux aller, etc. Ce qui est sûr, c'est que la textilerie, c'est un peu mon petit bébé. Je suis hyper contente d'avoir cette équipe salariée. Enfin, c'est une équipe. Et ça, voilà, je pense que c'est ça qui me touche le plus, d'avoir des équipes aussi motivées, qui est là depuis le début. Bon, Aliénor qui nous a rejoint en 2019, mais en 2020, mais qui est super motivée. Et elles apportent énormément. Donc j'ai envie que la textilerie grandisse, mais aussi avec cette équipe-là, avec ce noyau, voilà, ce noyau dur. Alors on a un projet de développement, donc d'ouvrir une autre textilerie dans le 19e dans un an. Oui, à l'automne 2023. C'est un projet un petit peu différent, pas en termes d'activité, c'est parce qu'on va avoir la recyclerie textile et une partie des cours, mais en termes de configuration, parce que là, on va occuper un lieu, c'est un bâtiment qui appartient à la SNCF et qui donne sur la petite ceinture donc de Paris dans le 19e. Il y a plusieurs étages et donc il va y avoir à l'étage qui donne sur le Red-Rail, donc sur la petite ceinture, un resto, bar avec des spectacles. Nous, on va accueillir, on va être au rez-de-chaussée. On va partager les locaux avec une école de mode qui donc va développer aussi des activités là. Il y a beaucoup d'associations aussi du quartier qui
qui en fait, ils sont d'ailleurs à l'origine de ce projet. Donc, c'était vraiment porté par des associés de quartier qui ont fait la voix des habitants, qui se sont dit, ce bâtiment, on veut pouvoir y aller, on veut pouvoir y faire des choses. Donc voilà, donc c'est un chouette projet. Donc normalement, voilà, dans 1 an et demi, donc on ouvre un autre lieu avec une dimension beaucoup plus collective. Ça doit être super stimulant justement que cette fois en fait c'est toi qui es appelé par d'autres. Ouais. Et vous avez comme projet d'ouvrir d'autres lieux comme ça en province, dans des grandes villes? Pas pour tout de suite. Après, je pense que moi, je suis basée là à Marseille depuis. Ça fait très longtemps que je fais des allers-retours, mais là, j'y passe vraiment beaucoup plus de temps. Je viens d'avoir un bébé, etc. Donc, j'y suis beaucoup plus. Et c'est vrai qu'à un moment, avoir une activité de la textilerie à Marseille, pourquoi pas? Alors, est-ce que ce sera un lieu comme à Paris, dans le 10e et puis dans le 19e, ou un petit peu différent, mais toujours autour du textile? Ça reste à creuser. Et comment ça se passe du coup justement, parce que comme tu disais que tu étais plutôt attachée à un lieu, est-ce que c'est possible quand on ouvre comme ça un lieu tel que la textilerie de pouvoir habiter en partie dans une autre ville? C'est ce que j'ai réussi à faire là depuis un an. Alors après, j'y retourne 3 fois par mois pendant 3 jours. Et puis on fait beaucoup à distance. Après, maintenant j'ai réussi à me dégager vraiment des choses très opérationnelles, d'accueil, de tri, et que l'équipe est elle est super autonome et très motivée. Donc bon, du coup, il y a pas mal de choses en fait que je fais que je peux faire à distance. Ou peut-être déjà en fait en premier lieu installer une équipe soudée en qui on a confiance, qui nous fait confiance, avoir cette confiance-là d'abord, quoi. Oui. Non, mais ça c'est possible parce qu'effectivement l'équipe est très autonome et donc on s'est organisé d'une certaine façon. Alors toi, si tu pouvais revenir en arrière à n'importe quel moment, quel conseil tu te donnerais? Donc celui vraiment de rencontrer des gens, hyper important, de parler de son projet, pas avoir peur, de parler de son projet tel qu'il est, c'est-à-dire que c'est un embryon d'idée, ou c'est très flou, c'est pas grave, vous pouvez en parler, parce que vous pouvez avoir des conseils, et puis même le fait d'en parler le fait un peu exister aussi, même si, voilà, les prémices. Donc parler de son projet, rencontrer des gens. Deuxième conseil, alors c'est-à-dire, mais c'est plutôt pour des gens qui ont finalement la chance que j'ai eu de pouvoir partir dans des bonnes conditions, ou en tout cas avoir le chômage. Donc ces périodes un petit peu vertigineuses d'exploration, en fait, c'est un luxe. Elles peuvent faire peur. C'est un petit peu des montagnes russes, parce que parfois on est très motivé, on se dit tiens, on va faire. Et d'autres, mais qu'est-ce qu'on va faire? On est paumé, oui, on est paumé. Mais ça peut faire peur, c'est vertigineux, mais c'est un luxe et il faut en profiter. Et alors, quelles ont été les réactions de ton entourage quand tu as ouvert la textilerie? J'imagine qu'ils ont dû être super fiers. Ouais, c'était vraiment hyper fière. Mes amies étaient pas toutes là, mais presque sont venues de Toulouse, de Bordeaux. Ma famille était là. Non, c'est vraiment, et les gens étaient très fiers. En plus, ils étaient super fiers parce qu'il y avait des articles qui me découpaient dans Télérama, Le Parisien. Je pense qu'ils se sont dit, ah ouais, elle a fait un truc. Enfin, elles ont fait un truc chouette, en fait. Et alors, quel conseil tu donnerais si, pour les auditeurs qui voudraient se lancer dans l'associatif, mais comme toi, une reconversion dans l'associatif, parce que c'est un milieu qu'on connaît pas trop. Alors, est-ce que toi, tu as un conseil à donner par rapport au milieu associatif pour en vivre professionnellement? Alors, effectivement, la question du statut, elle s'est posée pour nous. On hésitait, on se disait, en fait, ce qu'il y avait à la fois les ambitions sociales et environnementales qui étaient au cœur du projet, et en même temps une nécessité d'avoir des activités économiques. Voilà. On était dans cette articulation-là, mais de toute façon, on aurait pu effectivement faire le choix d'une entreprise et de demander un agrément et qui aurait pu en plus être une société de type coopérative avec un agrément en plus ESUS. Après, on a fait le choix de l'associatif parce que c'était aussi ce qu'Alice connaissait le mieux. Donc, il y avait avec l'expérience une association un peu. Ensuite, d'ailleurs, on avait prévu dans les statuts la capacité de la transformer en société de type coopérative. Je ne sais pas si on le fera, je suis pas sûre d'ailleurs. Donc après, ce qu'il faut bien penser, c'est effectivement la gouvernance de son association. C'est un projet dont on a besoin ensuite de vivre. C'est d'accepter que du coup, on devient salarié, on n'est plus le responsable légal de la structure, que si on... Mais en même temps, ce qui peut être chouette, alors ça peut être aussi le cas avec une société, mais imaginons, c'est pas du tout le cas, que je souhaite partir de la textilerie pour X, Y raison. Ensuite, le projet peut vivre complètement sans moi. Nous, on a un modèle d'association où finalement
nos revenus permettent d'assurer notre fonctionnement. Et dans nos activités, on a des activités qui ont des impacts socio-environnementaux positifs. Par exemple, le fait de collecter, de détourner des déchets de la poubelle, le fait de faire des ateliers de réparation, le fait d'avoir dans notre lieu différentes affiches qui expliquent, qui sensibilisent. Voilà. Mais on n'est pas une association de type caritative qui va collecter des dons, etc. Donc, voilà. Après, il n'empêche que cette association a des salariés et je suis effectivement salariée. En revanche, je ne pourrais pas revendre les parts. Voilà, donc mais on n'a jamais voulu, l'idée c'était pas de faire une cash machine ou changer d'échelle, etc. Peut-être qu'effectivement, oui, tout doucement, on a des projets, on va ouvrir une textilerie dans le 19e, on fera sûrement quelque chose à Marseille, mais les choses se font assez de façon intuitive, organique, et aussi en réaction à des opportunités. Voilà. Donc c'est vrai que c'est comme ça qu'on a fait les choses. Après, des conseils dans l'associatif, c'est effectivement, il y a quand même des structures d'accompagnement, réseau SS France. Est-ce que tu peux les donner peut-être, comme ça je les mettrai en lien dans la description de l'épisode, les structures peut-être qui t'ont accompagné toi? Alors moi, les structures qui m'ont accompagné moi sont pas spécifiques. Enfin, alors il y a Paris Initiative Entreprise qui accompagne des associations, mais pas que, c'est tout type d'entrepreneurs, et notamment des entrepreneurs à impact, mais pas que. Nous, on a été accompagnés, mais c'est très spécifique à notre activité de recyclerie, par le REFER, qui est le réseau des acteurs franciliens du réemploi solidaire. Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. C'est quoi pour toi une reconversion réussie? Une reconversion dans laquelle on est heureuse, c'est-à-dire on est heureuse d'aller ou heureux d'aller se lever le matin pour aller travailler. Ouais, je pense que c'est la question de se sentir bien et d'avoir envie d'y aller. Et c'est vrai que oui, c'est vrai que je me suis reconvertie parce que c'est comme plutôt une bifurcation ou une autre orientation que j'ai pris à un moment de ma carrière. Et c'est vrai que aussi moi que j'apprécie, mais c'est aussi très personnel et il peut y avoir plein de types de reconversion et ça rentre pas en compte, mais c'est vrai que le fait moi d'avoir créé quelque chose qui me correspond et d'avoir l'espace pour le développer, pour m'en occuper, ça c'est hyper chouette. Oui, parce que ça se matérialise en fait, tu vois ce que toi t'as créé et puis j'imagine aussi de voir les gens interagir entre eux en fait aussi, de créer des rencontres. De créer des rencontres, c'est un lieu de vie, enfin il se passe plein de choses, il y a des choses qui se mélangent. Alors déjà c'est un lieu chouette et très vivant par les matières qui arrivent, qui repartent. Nous on modifie aussi les vitrines, l'organisation de l'espace en fonction des dons qu'on reçoit. Je sais pas si on a reçu un don incroyable de mercerie ancienne, on se dit tiens on va le mettre en vente et donc il faut réaménager l'espace. Donc il y a vraiment aussi l'espace se métamorphose au gré des dons qu'on reçoit. C'est un lieu où plein de gens se côtoient. Alors beaucoup de gens du quartier donc où on a implanté, donc il y a un quartier très mixte socialement, il y a les gens qui viennent pour les cours, enfin il y a des étudiants, on accueille aussi parfois des stagiaires notamment au lycée qui sont en section vêtements mode. Enfin, c'est vraiment un lieu où plein de gens se croisent, où on fait plein de choses, on expérimente plein de choses, donc ça c'est vraiment chouette d'avoir matérialisé dans un lieu des choses qui nous plaisaient avec Alice, qui plaisent aussi à l'équipe, parce que voilà, tout le monde est très investi dans le projet, dans la vie du lieu, dans l'animation de ce lieu. Donc ça, c'est vraiment super. Et là, par exemple, on va lancer à la rentrée, en novembre 2020, on a un très très joli projet autour de la réparation textile. Sur le mois de novembre, on va transformer une partie de notre espace pour accueillir une exposition donc autour de la réparation. L'idée, c'est de donner à voir toutes les dimensions que peut avoir la réparation textile, à la fois des dimensions techniques, mais aussi créatives, économiques, mais aussi plus politiques, plus subversives. On va accueillir pas mal de workshops autour de la réparation, notamment des workshops un petit peu pointus qui montrent des techniques de réparation plus pointues. On va faire un apéro rencontre autour de ce thème-là. On va produire également des ressources, un kit autour de la réparation, un petit livret. Enfin, voilà. Donc, il y a tout un tas de choses qui vont être, qu'on est en train de préparer. Donc ça, c'est aussi ce genre de choses qui est très chouette. C'est que c'est toujours de nouveaux projets. Un grand merci à Elsa. En tout cas, ça nous a donné envie de venir à la textilerie. Donc, je mettrai tous les liens du site internet, les réseaux sociaux pour que les auditeurs puissent découvrir. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Avec grand plaisir. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast.
N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Virose ou par mail à l'adresse clairevirose@gmail.com.